Tu connais ce moment où tu sais exactement ce que tu devrais faire, mais tu fais l'inverse quand même? Tu poses ton téléphone pour te coucher tôt, et 3 heures plus tard tu scrolles encore. Tu promets de ne pas réagir à cette personne toxique, et 2 minutes après tu es dans un conflit. Tu décides de manger sainement, et le soir même tu es devant le frigo à 23 heures. Je te comprends parfaitement. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas faible. Tu es juste humain. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui transforme la sagesse ancienne en outil concret pour la vie moderne. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi l'autocontrôle n'a rien à voir avec la répression ou la discipline militaire. Tu vas découvrir que les stoïciens ont compris quelque chose il y a 2000 ans que la psychologie moderne redécouvre à peine. L'autocontrôle ne consiste pas à contrôler tes émotions, mais à contrôler ta relation avec elles. Je vais te révéler pourquoi chaque fois que tu essaies de forcer ta volonté, tu la rends plus faible, et comment les véritables maîtres du contrôle font exactement l'inverse. Si tu en as marre de te sentir en guerre contre toi-même, si tu veux une force qui ne s'épuise pas, alors reste jusqu'au bout. Et si cette approche résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Nous sommes déjà une communauté de milliers à construire cette force intérieure. Rejoins-nous. Voici ce que personne ne te dit sur l'autocontrôle. Plus tu essaies de contrôler quelque chose, moins tu le contrôles vraiment. C'est le paradoxe central que les stoïciens ont compris il y a des millénaires. Épictète le disait simplement. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. La plupart des gens passent leur vie à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas d'eux. Le résultat? Un épuisement permanent et un sentiment d'impuissance totale. Ton boss qui te stresse, tu ne peux pas le contrôler. La météo qui ruine tes plans, tu ne peux pas la contrôler. L'opinion que les autres ont de toi, tu ne peux pas la contrôler. Mais ta réaction à ton boss, ça, tu peux le contrôler. Ton choix de sortir avec un parapluie, ça, tu peux le contrôler. Ta décision de vivre authentiquement, peu importe ce que les autres pensent, ça, tu peux le contrôler. Cette distinction semble simple, presque enfantine. Mais applique-la vraiment pendant une semaine et ta vie change. Parce que tout ton stress, toute ton anxiété, toute ta frustration vient d'une seule erreur. Tu essaies de contrôler l'incontrôlable. Ton cerveau déteste l'incertitude. Il a évolué dans un monde où l'incertitude signifiait le danger. Un bruit dans les buissons pouvait être le vent ou un prédateur. Ceux qui prenaient l'incertitude au sérieux survivaient. Maintenant, ton cerveau traite chaque incertitude moderne comme une menace mortelle. Pas de réponse à ton message, ton cerveau panique. Ton avenir professionnel incertain, alerte rouge totale. L'autocontrôle commence quand tu acceptes que l'incertitude est la condition permanente de l'existence. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer l'incertitude. Ils cherchaient à devenir confortables avec elle. Marc Aurèle était empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde à son époque. Et dans ses méditations, il écrivait pour lui-même « Demain, je peux être mort ». Cette acceptation radicale de l'incertitude le rendait libre. Mais toi, tu passes ton temps à créer l'illusion du contrôle. Tu vérifies tes emails 50 fois par jour, comme si ça changeait quelque chose. Tu planifies chaque détail de ta journée, puis tu paniques quand quelque chose change. Tu essaies de tout prévoir, tout anticiper. C'est épuisant et c'est inutile. La vie est fondamentalement imprévisible. Accepte ça maintenant ou passe ta vie à souffrir. Voici une vérité brutale. Tu n'es pas en guerre contre tes désirs, tu es en guerre contre ta relation à tes désirs. Les stoïciens ne disaient pas de devenir des robots sans émotion. Ils disaient de comprendre que tes désirs ne sont pas des ordres. Tu peux avoir envie de quelque chose sans que cette envie te contrôle. Tuas envie malbouffe. Normal, ton cerveau aime le sucre et le gras. Mais cette envie n'est pas toi. C'est un signal biologique. Tu peux l'observer sans y obéir automatiquement. Tu as envie de répondre agressivement à quelqu'un? Normal, ton cerveau détecte une menace sociale. Mais cette impulsion n'est pas toi. C'est une réaction primitive. Le vrai pouvoir arrive quand tu crées de l'espace entre le désir et l'action. Ce petit espace, c'est ta liberté. Dans ce petit espace, tu peux choisir. La plupart des gens vivent sans cet espace. Desireaction, en boucle automatique. Ils sont des machines biologiques qui réagissent à des stimuli. Toi, tu peux être différent. Sénèque expliquait que la colère est une folie temporaire. Quand tu es en colère, tu fais des choses que tu regretteras. Tout le monde le sait. Mais comment arrêter la colère? Pas en la réprimant, ça la rend plus forte. La solution stoïcienne est plus subtile. Reconnaître les premiers signes de la colère et agir avant qu'elle ne t'envahisse. Tu sens ton visage qui chauffe, ton cœur qui accélère, cette énergie qui monte. C'est le moment. Pas après, maintenant.
Inspire profundament. Compte jusqu'à 10. Sors de la situation physiquement si nécessaire. Ces techniques semblent trop simples pour fonctionner, mais elles fonctionnent parce qu'elles créent cet espace crucial entre l'émotion et l'action. La discipline ne vient pas de la volonté, elle vient des systèmes. Ton problème n'est pas le manque de volonté, c'est le manque de structure. La volonté est une ressource limitée qui s'épuise pendant la journée. C'est prouvé scientifiquement. À 7 heures du matin, ta volonté est pleine. À 20 heures, elle est vide. Si tu comptes sur la volonté pour aller à la salle le soir, tu as déjà perdu. Les stoïciens comprenaient ça instinctivement. Marc Aurèle avait des routines strictes. Pas parce qu'il était une machine, mais parce qu'il savait que les routines préservent l'énergie de décision. Quand tu as une routine, tu ne décides pas, tu exécutes. Pas de débat interne, pas de négociation, pas de dépense de volonté. Crée des systèmes qui rendent le bon choix facile et le mauvais choix difficile. Tu veux lire plus? Mets le livre sur ton oreiller le soir. Tu veux arrêter de scroller? Désinstalle les apps. Tu veux mieux manger? Ne garde pas de merde dans ton frigo. Ces solutions semblent trop simples parce qu'elles sont simples. Le problème, c'est que tu cherches des solutions complexes pour des problèmes simples. Ton environnement te contrôle plus que ta volonté. Si tu essaies de résister à un paquet de chips dans ta cuisine, tu vas perdre. Ta volonté contre la présence physique de la bouffe, le chips gagne à tous les coups. Mais si tu ne l'achètes pas au supermarché, tu n'as pas besoin de résister. C'est ça l'autocontrôle intelligent. Contrôler ton environnement pour ne pas avoir à te contrôler toi-même. Les stoïciens pratiquaient quelque chose qu'ils appelaient préméditatio malorum, la préméditation des mots. Ça semble déprimant, mais c'est révolutionnaire. Chaque matin, ils imaginaient les pires scénarios possibles. Perdre leur fortune, être trahis, tomber malade, mourir. Pourquoi? Pour enlever le pouvoir de la surprise. La plupart de ton stress vient de l'écart entre tes attentes et la réalité. Tu t'attends à ce que ta journée se passe bien, et le premier petit problème te détruit. Tu t'attends à ce que les gens soient raisonnables, et leur comportement te choque. Les stoïciens inversaient la logique. Attends-toi au pire, et tout le reste devient un bonus. Ça ne veut pas dire devenir pessimiste. Ça veut dire devenir réaliste. Les gens vont te décevoir. Les projets vont échouer. Les choses vont mal tourner. C'est garanti. Si tu es surpris chaque fois que ça arrive, tu vas passer ta vie en état de choc. Mais si tu l'anticipes, tu peux te préparer. Pas en paniquant, en planifiant. Imagine que tu perds ton job demain. Vraiment, prends 3 minutes maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des économies pour combien de temps? Tu peux vivre chez quelqu'un? Tu as un plan B? Juste en faisant cet exercice, tu réalises probablement que ce ne serait pas la fin du monde. Et cette réalisation enlève du pouvoir à ta peur. Épictète était un esclave avant de devenir philosophe. Il vivait avec la possibilité constante de violence, d'humiliation, de mort. Et dans ces conditions, il a développé une force intérieure qui a survécu 2000 ans. Sa technique? Accepter d'avance que tout peut lui être retiré. Sa liberté, son corps, sa vie. Tout sauf une chose, son choix de comment réagir. Cette acceptation radicale le rendait impossible à contrôler. Son maître pouvait torturer son corps, pas son esprit. Cette idée est puissante parce qu'elle est vraie. Personne ne peut contrôler tes pensées sans ta permission. Même sous la torture, ton esprit reste ton territoire. C'est le dernier espace de liberté absolue. Maintenant, applique ça à ta vie. Quelqu'un essaie de te manipuler émotionnellement, ils n'ont du pouvoir que si tu leur en donnes. Quelqu'un essaie de te faire sentir mal, ils ne peuvent pas, sauf si tu acceptes leur définition de toi. Cette réalisation change tout. Tu n'es pas à la merci du monde extérieur. Tu as un sanctuaire inviolable, ton esprit. Ton discours interne te contrôle plus que n'importe quoi d'autre. Marc Aurèle disait que notre vie est ce que nos pensées en font. Pas les événements extérieurs, nos pensées sur ces événements. Tu peux vivre une vie objectivement privilégiée et être malheureux si ton discours interne est toxique. Tu peux vivre une vie objectivement difficile et être en paix si ton discours interne est sage. Écoute ce que tu te dis pendant une journée. Juste écoute, sans juger. Probablement, c'est brutal. Tu te parles d'une manière que tu n'accepterais jamais qu'on parle à un ami. Cette voix critique constante mine ton autocontrôle parce qu'elle détruit ta motivation. Pourquoi faire des efforts si tu es nul de toute façon? Change le script. Pas en mode pensée positive toxique, ça ne marche pas. En mode pensée stoïque réaliste. Au lieu de « je suis nul », dis « je n'ai pas réussi cette fois, qu'est-ce que je peux apprendre ?» Au lieu de « tout va toujours mal », dis
Cette situation est difficile, comment puis-je y répondre avec sagesse? Ça semble simple, mais ces petits changements de langage reprogrammant ton cerveau. Parce que ton cerveau croit ce que tu lui dis. Si tu lui répètes que tu es faible, il trouvera des preuves. Si tu lui répètes que tu es en train de devenir plus fort, il trouvera d'autres preuves. La réalité objective n'a pas changé, mais ton interprétation change tout. Le plaisir n'est pas le problème. Le plaisir est neutre. Le problème, c'est quand tu deviens esclave du plaisir. Les stoïciens n'étaient pas des ascètes qui refusaient tout plaisir. Ils étaient des gens qui pouvaient profiter du plaisir sans en devenir dépendants. Cette distinction est cruciale. Tu peux boire du bon vin et apprécier, sans avoir besoin de te saouler. Tu peux manger un bon repas et savourer, sans te goinfrer. Tu peux avoir du sexe et en profiter, sans que ça devienne une obsession. La différence, la relation de dépendance. Peux-tu être heureux sans cette chose? Si oui, profitant. Sinon, tu as un problème. Sénèque était riche, très riche, et il pratiquait régulièrement la pauvreté volontaire. Quelques jours par mois, il vivait avec le minimum, pain sec, eau, vêtements simples. Pourquoi? Pour prouver à lui-même qu'il pouvait vivre sans son confort. Cette pratique le rendait libre de profiter de sa richesse sans en être esclave. Tu peux faire pareil. Jeûne un jour par semaine pour prouver que tu contrôles la nourriture, pas l'inverse. Dors sur le sol une nuit pour réaliser que ton confort n'est pas une nécessité. Prends une douche froide pour entraîner ta volonté. Ces pratiques semblent extrêmes, mais elles créent une résilience psychologique extraordinaire. Parce que quand tu sais que tu peux gérer l'inconfort, tu deviens libre. La plupart des gens sont prisonniers de leur besoin de confort constant. Le moindre inconfort devient intolérable. Toi, tu peux choisir l'inconfort temporaire pour un bénéfice à long terme. Ça, c'est le vrai pouvoir. Tes habitudes te définissent plus que tes intentions. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais si tes habitudes quotidiennes ne suivent pas, tu n'iras nulle part. Les stoïciens comprenaient que l'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. Aristote le disait, et les stoïciens l'appliquaient. Chaque action que tu prends est un vote pour le type de personne que tu veux devenir. Tu te dis que tu veux être quelqu'un de discipliné? Chaque fois que tu snoozes ton réveil, tu votes contre cette identité. Chaque fois que tu te lèves au premier réveil, tu votes pour cette identité. Après suffisamment de votes, ton identité change. C'est pour ça que les petites actions quotidiennes comptent plus que les grandes décisions rares. Faire 10 pompes tous les matins pendant un an change plus ton corps et ton esprit qu'une session de gym intensive une fois par mois. La constance bat l'intensité. Toujours. Ton problème n'est probablement pas le manque de connaissances. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Mieux manger, bouger plus, dormir suffisamment, gérer ton stress. Tu sais. Tout le monde sait. Le problème, c'est l'écart entre savoir et faire. Les stoïciens appelaient ça l'acrasia, l'incontinence de la volonté. Cet écart se comble par la pratique, pas par plus d'informations. Arrête de consommer du contenu sur le développement personnel et commence à appliquer. Une action vaut 1000 vidéos. Un changement réel vaut 1000 bonnes intentions. Commence maintenant, avec quelque chose de ridiculement petit. Si c'est trop facile pour échouer, tu ne peux pas te trouver d'excuses. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais, c'est l'intégrité. Et l'intégrité, c'est la base de l'autocontrôle. Quand tu mens, même sur des petites choses, tu envoies un message à ton cerveau. Ma parole n'a pas de valeur. Et si ta parole n'a pas de valeur pour toi-même, pourquoi ton cerveau te prendrait au sérieux quand tu décides de changer? Commence par arrêter de mentir. Pas juste aux autres, à toi-même. Je commencerai demain. Est un mensonge que tu te racontes. Juste une fois, est un mensonge que tu te racontes. Ces petits mensonges détruisent ton autocontrôle parce qu'ils détruisent la confiance que tu as en toi-même. Les stoïciens valorisaient la vérité au-dessus de tout. Pas pour des raisons morales abstraites, pour des raisons pratiques. La vérité te libere. Le mensonge t'emprisonne. Chaque mensonge que tu maintiens demande de l'énergie cognitive. Tu dois te souvenir de la version officielle, maintenir la cohérence. C'est épuisant. La vérité est simple. Elle ne demande pas d'entretien. Ton identité actuelle résiste au changement. C'est normal, c'est biologique. Ton cerveau a créé un sens de soi basé sur tes patterns actuels. Quand tu essaies de changer, ton cerveau interprète ça comme une menace identitaire. Il va saboter tes efforts pour maintenir la cohérence de l'identité. Tu te vois comme quelqu'un de spontané? Ton cerveau va saboter tes efforts de planification. Tu te vois comme quelqu'un de cool et détendu? Ton cerveau va saboter tes efforts de discipline. C'est pour ça que le changement est si difficile. Tu ne combats pas juste une habitude,
tu combats une identité. La solution stoïcienne, change d'identité d'abord. Au lieu de dire « je veux faire de l'exercice », dis « je suis quelqu'un qui fait de l'exercice ». Ça semble ridicule au début, surtout si c'est faux. Mais ton cerveau commence à chercher des preuves pour cette nouvelle identité. Et chaque petite action devient une preuve qui renforce la nouvelle identité. Épictète disait « Ne te dis pas philosophe, agis comme un philosophe ». Il comprenait que l'identité suit l'action, pas l'inverse. Tu ne deviens pas courageux en te disant que tu es courageux. Tu deviens courageux en agissant courageusement, encore et encore, jusqu'à ce que le courage devienne ta nature. La peur de l'échec te paralyse parce que tu as attaché ta valeur au résultat. Si tu hecho es, tú es un échec. Cette équation est toxique. Les stoïciens ne mesuraient pas la valeur au résultat parce que le résultat ne dépend pas entièrement de toi. Tu peux faire tout parfaitement et échouer à cause de facteurs externes. Ce que tu peux contrôler, c'est ton effort, ton intention, ta vertu. Si tu as fait de ton mieux avec sagesse et courage, tu as réussi, peu importe le résultat externe. Cette redéfinition du succès te libère. Tu n'es plus paralysé par la peur de l'échec parce que l'échec tel que le monde le définit n'est plus ta métrique. Marc Aurèle menait des guerres. Il gagnait certaines batailles, perdait d'autres. Mais sa mesure du succès n'était pas la victoire militaire. C'était sa capacité à agir avec justice, sagesse, courage et tempérance. Même en perdant une bataille, il pouvait réussir selon ses standards. Applique ça à ta vie. Tu veux perdre du poids? Le chiffre sur la balance ne dépend pas que de toi. Il y a la génétique, les hormones, le stress. Ce que tu peux contrôler, ton choix de bien manger aujourd'hui, ton choix de bouger aujourd'hui. Si tu fais ces choix, tu as réussi ta journée, peu importe ce que dit la balance. Cette approche enlève la pression paralysante du résultat et te permet de te concentrer sur le processus. Et ironiquement, quand tu arrêtes d'obséder sur le résultat, tu l'obtiens plus facilement parce que tu n'es plus dans l'anxiété constante. La comparaison sociale est un poison moderne sans antidote autre que la sagesse ancienne. Les réseaux sociaux ont amplifié ce poison à un niveau toxique. Tu vois les highlights de tout le monde et tu compares ça à ton quotidien banal. Tu perds automatiquement. Les stoïciens ne se comparaient pas aux autres. Ils se comparaient à l'idéal de sagesse. Marc Aurèle ne se comparait pas aux autres empereurs. Il se comparait au sage stoïcien parfait, sachant qu'il ne l'atteindrait jamais, mais que le chemin valait le coup. Ta seule vraie compétition, c'est toi-même d'hier. Es-tu un peu plus sage aujourd'hui? Un peu plus patient? Un peu plus courageux? Si oui, c'est une victoire. Sinon, qu'est-ce que tu peux apprendre? Cette approche transforme l'échec en feedback et la vie en un laboratoire constant d'amélioration personnelle. Arrête de scroller les réseaux sociaux en comparant ta vie à celle des autres. Ces vies parfaites sont des fictions soigneusement éditées. Même les gens qui semblent avoir tout compris luttent. Tout le monde lutte. La différence, c'est que certains luttent en silence avec dignité pendant que d'autres performent leur lutte pour l'attention. La gratitude est l'antidote stoïcien à l'insatisfaction chronique. Ton cerveau a un biais de négativité. Il remarque plus facilement ce qui manque que ce qui est présent. Évolutivement, ça avait du sens. Remarquer le danger était plus important que remarquer le confort. Mais maintenant, ce biais te rend malheureux même quand ta vie est objectivement bonne. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant du monde, écrivait chaque matin une liste de gratitude. Pourquoi? Pour des choses simples. Le fait de pouvoir respirer, marcher, penser. Il reconnaissait que tout ça pouvait lui être retiré à tout moment. Cette pratique le gardait ancré dans la réalité plutôt que perdu dans les fantasmes d'un futur meilleur. Fais pareil. Chaque matin, liste 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas des grandes choses, des petites. L'eau chaude de ta douche, le café du matin, le fait que personne ne te tire dessus aujourd'hui. Ça semble simpliste, mais cette pratique recable littéralement ton cerveau pour remarquer le positif. Et quand tu remarques le positif, ton baseline de bonheur monte. Tu ne deviens pas un optimiste naïf qui nie les problèmes. Tu deviens quelqu'un qui peut voir les problèmes et les bénédictions simultanément. Cette vision équilibrée est la sagesse. L'inconfort volontaire te prépare à l'inconfort involontaire. La vie va te frapper. C'est garanti. Les stoïciens ne vivaient pas dans le déni de cette réalité. Ils s'y préparaient activement. En choisissant régulièrement l'inconfort, ils entraînaient leur résilience. Prends des douches froides. Pas parce que c'est agréable, mais parce que ça t'apprend à faire ce qui est difficile. Chaque matin où tu choisis la douche froide malgré ton cerveau qui hurle non, tu renforces ta capacité à agir contre tes impulsions. Jeune occasion element. Pas pour perdre du poids,
pour apprendre que ta faim n'est pas une urgence. Ton cerveau croit que chaque sensation de faim est une crise. Le jeûne lui prouve que non. Tu peux avoir faim et continuer à fonctionner. Cette leçon se généralise. Tu peux avoir un désir non satisfait et continuer à vivre. Dors sur le sol parfois. Marche longtemps dans le froid. Porte quelque chose de lourd. Ces pratiques créent une résilience physique qui se traduit en résilience mentale. Ton cerveau apprend « je peux gérer plus que je ne pensais ». Et cette confiance change tout. Mais attention, l'inconfort pour l'inconfort est du masochisme, pas du stoïcisme. L'inconfort doit servir un but, t'entraîner, te préparer, te prouver quelque chose. Sinon c'est juste stupide. Le memento mori, la méditation sur la mort, était central à la pratique stoïcienne. Il se rappelait constamment que la mort pouvait venir à tout moment. Pas pour être morbide, mais pour être présent. Quand tu réalises vraiment que tu vas mourir un jour, les petites frustrations quotidiennes perdent leur importance. Tu vas mourir. Je vais mourir. Tout le monde va mourir. Cette personne qui t'a coupé dans le trafic va mourir. Ton boss énervant va mourir. Cette célébrité que tu admires va mourir. Dans 100 ans, personne qui vit aujourd'hui ne sera vivant. Cette réalisation devrait te terrifier ou te libérer, idéalement les deux. Elle devrait te libérer de l'obsession des opinions des autres. Qu'est-ce que ça peut faire ce que Karen pense de toi si vous serez tous les deux morts dans quelques décennies? Elle devrait te libérer de la procrastination. Si tu as quelque chose d'important à faire, fais-le maintenant. Peut-être que tu n'auras pas demain. Mais cette méditation n'est pas déprimante. C'est le contraire. Elle rend la vie précieuse. Chaque moment devient significatif parce que le nombre de moments est limité. Tu arrêtes de gaspiller ton temps sur des conneries parce que ton temps est la seule ressource vraiment non renouvelable que tu as. La vertu stoïcienne se divise en 4 qualités cardinales: sagesse, courage, justice, tempérance. Ces qualités ne sont pas abstraites. Ce sont des compétences pratiques que tu peux entraîner quotidiennement. La sagesse, c'est voir les choses clairement, sans illusion. C'est reconnaître ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. C'est apprendre de tes erreurs plutôt que de les répéter. Entraîne ta sagesse en questionnant tes hypothèses, en cherchant des perspectives différentes, en admettant quand tu as tort. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'action malgré la peur. Courage de dire non quand tout le monde dit oui. Courage d'être authentique quand c'est plus facile de performer. Courage de changer quand c'est plus confortable de rester pareil. Entraîne ton courage en faisant une chose effrayante chaque jour, même petite. La justice, c'est traiter les autres avec justice. Pas en mode karma ou morale supérieure, en mode pragmatique. Quand tu traites les gens injustement, tu crées des ennemis et tu perds ta propre intégrité. Entraîne ta justice en cherchant à comprendre plutôt qu'à juger, en donnant aux autres le bénéfice du doute que tu voudrais qu'on te donne. La tempérance, c'est la modération. Pas l'abstinence totale, l'équilibre. Profiter des plaisirs sans en devenir esclave. Entraîne ta tempérance en pratiquant l'arrêt volontaire. Arrête de manger quand tu as encore un peu faim. Arrête de scroller alors que tu pourrais continuer. Chaque arrêt volontaire renforce ton autocontrôle. Ces 4 vertus fonctionnent ensemble. La sagesse sans courage devient du savoir inutile. Le courage sans sagesse devient de l'imprudence. La justice sans tempérance devient de la rigidité. La tempérance sans justice devient de l'égoïsme. Développe les 4 simultanément. Ton ego est ton plus grand obstacle. Il veut toujours avoir raison, être admiré, être supérieur. Cette obsession de l'ego te rend fragile. Chaque critique devient une attaque personnelle. Chaque échec devient une preuve de ton insuffisance. Tu passes ta vie à défendre une image plutôt qu'à vivre authentiquement. Les stoïciens pratiquaient l'humilité radicale. Marc Aurèle se rappelait constamment qu'il n'était qu'un homme, mortel et faillible comme tous les autres. Son titre d'empereur n'était qu'un rôle temporaire, pas son identité. Cette humilité le protégeait de l'arrogance et de la fragilité égotique. Quand quelqu'un te critique, au lieu de te défendre automatiquement, demande-toi, ont-ils raison? Même partiellement? Cette simple question désarme ton ego et ouvre la possibilité d'apprendre. Les gens qui grandissent le plus sont ceux qui acceptent le feedback, même quand ça fait mal. Ton ego veut aussi que tu sois spécial. Cette obsession d'être unique, d'avoir une mission cosmique, de changer le monde. C'est de la narcissisme déguisé en ambition. La plupart des gens qui ont vécu des vies heureuses n'ont pas changé le monde. Ils ont juste bien vécu leur vie, traité les autres avec décence, fait leur travail consciencieusement. Accepte que tu es ordinaire. Cette acceptation te libère de la pression impossible d'être extraordinaire. Tu peux juste être humain,
avec toutes les limitations que ça implique. Et ironiquement, c'est souvent quand tu arrêtes d'essayer d'être spécial que tu fais ton meilleur travail. La solitude volontaire était une pratique stoïcienne essentielle. Pas la solitude imposée qui rend fou, la solitude choisie qui clarifie. Sénèque passait régulièrement du temps seul, loin du bruit social, pour réfléchir et se reconnecter à lui-même. Dans un monde d'hyperconnectivité constante, la solitude est devenue rare et effrayante. Tu remplis chaque moment avec du contenu, des notifications, des interactions. Tu as peur du silence parce que le silence te confronte à toi-même. Et peut-être que tu n'aimes pas ce que tu trouves là. Mais c'est justement pour ça qu'il faut le faire. Éteins tout. Pas de musique, pas de podcast, pas de téléphone. Juste toi et tes pensées. Au début, c'est inconfortable. Ton cerveau panique, cherche une distraction. Mais si tu persistes, quelque chose de magique arrive. Tu commences à t'entendre vraiment. Pas le bruit de surface, tes vraies pensées. Ce que tu veux vraiment, ce qui compte vraiment pour toi. Ces insights ne viennent pas dans le bruit constant. Ils viennent dans le silence. 1 heure par semaine de solitude totale peut transformer ta clarté mentale. Tes relations reflètent ton niveau d'autocontrôle. Si tu ne contrôles pas tes réactions, tu attires le chaos relationnel. Si tu ne contrôles pas tes boundaries, les gens les violents. Si tu ne contrôles pas ton besoin de validation, tu deviens manipulable. Épictète disait que nous devons traiter les gens selon leur nature, pas selon nos désirs. Si quelqu'un est naturellement peu fiable, arrête de t'attendre à ce qu'il soit fiable. Tu ne peux pas changer les autres, seulement ta relation avec eux. Accepte les gens tels qu'ils sont ou crée de la distance. La codépendance, c'est l'opposé de l'autocontrôle relationnel. Tu mets ta paix émotionnelle entre les mains de quelqu'un d'autre. Si cette personne va bien, tu vas bien. Si elle va mal, tu vas mal. Cette dynamique est épuisante et elle ne marche pas. Tu ne peux pas contrôler l'état émotionnel d'une autre personne, donc tu vis dans l'anxiété permanente. La solution stoïcienne: prends la responsabilité de ta propre paix. Aime les gens profondément, mais ne rends pas ton bonheur dépendant du leur. Cette distinction entre amour et dépendance est subtile mais cruciale. Tu peux soutenir quelqu'un sans te perdre dans ses problèmes. Les frontières ne sont pas méchants. Ce sont des actes d'amour pour toi-même et pour l'autre. Quand tu n'as pas de frontières, tu accumules du ressentiment. Et le ressentiment empoisonne tout. Mieux vaut dire non clairement que dire oui et le regretter. Apprendre à dire non est une forme d'autocontrôle avancée. Ton cerveau veut plaire, éviter le conflit, être aimé. Mais chaque fois que tu dis oui quand tu penses non, tu trahis ton intégrité. Et après assez de trahison, tu ne sais plus qui tu es vraiment. Commence petit. Dis non à des choses insignifiantes. Non à une invitation que tu ne veux pas. Non à aider quelqu'un quand tu es déjà surchargé. Ces petits noms entraînent ton muscle du non. Et ce muscle te servira pour les grands noms, ceux qui comptent vraiment. L'argent et le pouvoir ne sont ni bons ni mauvais selon les stoïciens. Ce sont des outils. Le problème, c'est ton attachement à ces outils. Si tu peux les utiliser avec sagesse et les perdre sans t'effondrer, ils sont utiles. Si tu en deviens dépendant émotionnellement, ils deviennent des prisons dorées. Sénèque était riche, mais il pratiquait régulièrement la pauvreté pour se prouver qu'il pouvait vivre sans. Marc Aurèle était empereur, mais il se rappelait constamment que son pouvoir était temporaire et que demain il pouvait être déposé. Cet détachement mental leur permettait de profiter de leurs avantages sans en être esclaves. La vraie richesse, c'est le peu de besoin. Plus tu as besoin de choses pour être heureux. Cette personne à côté de toi, ce confort que tu as, cette santé que tu considères normale. Tout ça peut disparaître demain. Donc apprécie maintenant. Le multitasking détruit ta capacité d'autocontrôle. Ton cerveau n'est pas fait pour faire plusieurs choses simultanément. Ce que tu appelles multitasking est en fait du task switching rapide. Et chaque switch a un coût cognitif. À la fin de la journée, tu as fait beaucoup de choses mal plutôt qu'une chose bien. Les stoïciens valorisaient la concentration totale sur une tâche. Quand tu manges, mange. Quand tu parles à quelqu'un, sois présent dans la conversation. Cette qualité d'attention est devenue rare et précieuse. La plupart des gens sont physiquement présents, mais mentalement absents. Ton téléphone a hacké ton système d'attention. Chaque notification est une interruption qui te sort du flow. Et le flow, c'est où la magie arrive. C'est où tu fais ton meilleur travail, où tu te sens le plus vivant. Mais tu ne peux pas atteindre le flow si tu es interrompu toutes les 5 minutes. Crée des périodes de travail profond sans aucune distraction. 2 heures où tu ne vérifies rien, tu ne réponds à personne, tu es juste concentré sur une tâche. Au début, c'est difficile. Ton cerveau va paniquer, chercher la dopamine facile des notifications. Mais si tu persistes,
Ces sessions deviennent tes moments les plus productifs et satisfaisants. La routine matinale définit ta journée. Les stoïciens commençaient toujours la journée avec une pratique spirituelle. Marc Aurèle écrivait ses méditations le matin. Cette pratique le préparait mentalement pour les défis de la journée. Ta routine matinale actuelle est probablement de vérifier ton téléphone immédiatement. Tu donnes ton attention, ta première énergie mentale de la journée, aux emails, aux news, aux réseaux sociaux. Tu commences ta journée en mode réactif. Pas étonnant que tu te sentes hors contrôle. Change ça. Les 30 premières minutes de ta journée sont sacrées. Ne touche pas à ton téléphone. Fais quelque chose pour toi. Médite, écris, lis, étire-toi. Cette pratique te met en mode proactif. Tu commences la journée en faisant quelque chose pour toi, pas en répondant aux demandes des autres. Et si tu dis que tu n'as pas le temps, réveille-toi 30 minutes plus tôt. Oui, ça veut dire sacrifier du sommeil ou du temps le soir. Mais ces 30 minutes vont transformer la qualité de tes 16 heures éveillées. C'est un investissement avec un retour exponentiel. Le soir, fais l'examen stoïcien de la journée. Sénèque le faisait chaque soir. Il se demandait « Que ai-je bien fait aujourd'hui ? Que ai-je mal fait ? Comment puis-je m'améliorer demain ?» Cette pratique crée une boucle d'amélioration continue. Mais attention, cet examen doit être honnête sans être brutal. Tu n'es pas là pour te flageller. Tu es là pour apprendre. Traite-toi comme tu traiterais un ami que tu veux aider à grandir. Avec honnêteté, mais aussi avec compassion. La discipline et la liberté déguisée. Ça semble paradoxal, mais c'est vrai. Plus tu es discipliné dans certains domaines, plus tu es libre dans d'autres. Si tu es discipliné avec tes finances, tu as la liberté de ne pas stresser sur l'argent. Si tu es discipliné avec ta santé, tu as la liberté de profiter de ton corps. L'indiscipline crée des contraintes invisibles. Chaque mauvaise habitude réduit tes options futures. Tu penses que tu es libre quand tu manges ce que tu veux, mais cette liberté crée la prison de la mauvaise santé. Tu penses que tu es libre quand tu procrastines, mais cette liberté crée la prison du stress et de l'échec. Les stoïciens voyaient la discipline comme un investissement dans la liberté future. Chaque choix difficile aujourd'hui crée plus de facilité demain. Chaque choix facile aujourd'hui crée plus de difficultés demain. Cette formule simple guide tes décisions. Quand tu es face à un choix, demande-toi, est-ce que je choisis la facilité maintenant avec difficulté plus tard, ou la difficulté maintenant avec facilité plus tard? La plupart des gens choisissent toujours la première option. C'est pour ça qu'ils vivent des vies difficiles. Sois plus intelligent. Les émotions ne sont pas l'ennemi. C'est ton interprétation que les stoïciens questionnaient. Tu te sens anxieux? L'anxiété elle-même n'est qu'une sensation physique. C'est ton histoire sur cette sensation qui crée la souffrance. Cette anxiété signifie que quelque chose va mal tourner, est une histoire, pas un fait. Épictète expliquait que nous ne sommes pas troublés par les événements, mais par nos jugements sur ces événements. Deux personnes vivent la même situation, l'une souffre, l'autre reste calme. La différence? Leur jugement. Change tes jugements, change ton expérience. Pratique. Quand une émotion forte arrive, décris-la physiquement sans histoire. Je sens mon cœur battre vite, ma respiration est superficielle, mes mains tremblent légèrement. Juste les sensations, sans jugement. Cette description factuelle réduit immédiatement l'intensité émotionnelle parce qu'elle enlève le pouvoir de l'histoire. Tes émotions sont des données, pas des directives. Elles t'informent sur quelque chose, mais elles ne te disent pas quoi faire. Tu peux être en colère et choisir de ne pas agir sur cette colère. Tu peux avoir peur et choisir d'agir courageusement. L'émotion et l'action sont séparées par ce petit espace de choix. L'acceptation radicale n'est pas la résignation. C'est la reconnaissance de ce qui est. La pluie tombe, tu ne peux pas l'arrêter. Accepte la pluie. Maintenant, tu peux choisir, rester à l'intérieur, prendre un parapluie ou danser sous la pluie. Mais tant que tu résistes au fait qu'il pleut, tu es bloqué dans la souffrance. La plupart de ta souffrance vient de ta résistance à ce qui est. Tu veux que les choses soient différentes. Tu veux que cette personne change, que cette situation n'existe pas, que le passé soit différent. Cette résistance est futile et douloureuse. Ce qui est, est. Accepte, puis décide comment répondre. Cette acceptation te donne un pouvoir paradoxal. Quand tu arrêtes de combattre la réalité, tu peux enfin y répondre efficacement. Quand tu acceptes que ton boss est difficile, tu peux arrêter d'espérer qu'il change et commencer à gérer la situation stratégiquement. Quand tu acceptes que tu as fait cette erreur, tu peux arrêter de te flageller et commencer à réparer. L'acceptation est le point de départ du changement, pas son opposé. Tant que tu resistes, tu escoinces. Quand tu acceptes,
Tu peux bouger. C'est contre-intuitif, mais profondément vrai. Ta zone de confort se rétrécit si tu ne la challenges pas. Chaque fois que tu évites quelque chose d'inconfortable, ton cerveau marque cette chose comme dangereuse. Ta zone de confort devient plus petite. Éventuellement, même sortir de chez toi devient anxiogène. Les stoïciens s'exposaient régulièrement à l'inconfort pour maintenir leur résilience. Ils savaient qu'un muscle non utilisé s'atrophie. Ta capacité à gérer l'inconfort est un muscle. Utilise-le ou perds-le. Fais une chose effrayante chaque jour. Pas nécessairement grande. Parle à un étranger. Essaie ce nouveau truc. Dis ce que tu penses vraiment. Chaque petite exposition à la peur entraîne ton courage. Et avec le temps, ta zone de confort s'élargit au lieu de se rétrécir. La plupart des gens passent leur vie à éviter l'inconfort et se demandent pourquoi leur vie devient de plus en plus petite. La croissance nécessite l'inconfort. Si tu es toujours confortable, tu ne grandis pas. Simple. Le langage que tu utilises façonne ta réalité. Les stoïciens faisaient très attention à leurs mots, pas par politesse, mais par compréhension que les mots créent ton expérience. Quand tu dis « je dois faire ça », tu crées de la résistance. Quand tu dis « je choisis de faire ça », tu crées de l'agence. « Je ne peux pas » est souvent un mensonge. « Je ne peux pas » signifie en réalité « je ne veux pas » ou « j'ai peur ». Sois honnête. Je ne veux pas aller à cette soirée est plus vrai que je ne peux pas. Cette honnêteté linguistique te reconnecte à ton pouvoir de choisir. Je suis anxieux te définit par ton anxiété. Je ressens de l'anxiété, reconnais que c'est un état temporaire, pas ton identité. Ce petit changement de formulation change ta relation à l'émotion. Tu n'es pas l'anxiété, tu l'expérimentes. Nuance importante. Remplace mais par et dans tes phrases. Je veux réussir mais j'ai peur. Devient je veux réussir et j'ai peur. Le mais crée une opposition où une chose annule l'autre. Le et reconnaît que deux choses peuvent être vraies simultanément. Tu peux vouloir quelque chose et avoir peur. Les deux coexistent. La procrastination est une régulation émotionnelle. Tu ne procrastines pas parce que tu es paresseux. Tu procrastines parce que la tâche déclenche une émotion inconfortable. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de découvrir que tu n'es pas aussi bon que tu le penses. Ton cerveau te propose la procrastination comme solution. Pas besoin de faire face à ces émotions si tu ne fais jamais la tâche. Problème résolu, sauf que non. Parce que la procrastination crée son propre stress, sa propre honte. Tu échanges un inconfort futur incertain contre un inconfort présent garanti. La solution stoïcienne. Fais la chose immédiatement, avant que ton cerveau ait le temps de créer toutes les histoires. Marc Aurèle disait, au lever du soleil, demande-toi, dois-je me lever pour faire le travail d'un être humain? La réponse est oui. Alors lève-toi. Pas de négociation, pas de débat. Juste l'action. Applique la règle des 5 secondes. Quand tu sais que tu dois faire quelque chose, compte 5, 4, 3, 2, 1 et bouge. Physiquement. Pas le temps de penser, juste bouger. Cette technique court-circuite le processus de rationalisation de ton cerveau. Avant qu'il ait le temps de créer 47 raisons de ne pas faire la chose, tu l'as déjà commencé. Et voici un truc. Tu n'as pas besoin de te sentir motivé pour agir. C'est l'inverse. L'action crée la motivation. Tu commences, et en faisant, la motivation arrive. Attendre la motivation pour commencer garantit que tu ne commenceras jamais. La motivation est capricieuse. L'action est fiable. Le besoin constant de nouveauté te distrait de la maîtrise. Tu commences quelque chose, ça devient un peu difficile ou ennuyeux, alors tu passes à la chose brillante suivante. Tu accumules des débuts et zéro maîtrise. Les stoïciens valorisaient la profondeur sur l'ampleur. Maîtriser une chose demande du temps et de la répétition. Ça devient ennuyeux. Ça devient difficile. Tu atteins des plateaux où tu ne progresses plus visiblement. C'est exactement là que la plupart des gens abandonnent. Et c'est exactement là que la vraie croissance est sur le point d'arriver. Les plateaux sont trompeurs. Tu continues à pratiquer et rien ne semble changer. Puis soudainement, breakthrough. Mais ce breakthrough n'est pas soudain, il est le résultat de toute la pratique pendant le plateau. Les gens qui réussissent ne sont pas plus talentueux, ils sont juste ceux qui persistent à travers les plateaux ennuyeux. Choisis quelques domaines et va profond. Deviens vraiment bon dans quelque chose plutôt que médiocre dans beaucoup. Cette focalisation demande de renoncer. Tu dois dire non à 99 choses pour dire oui pleinement à une chose. Mais c'est le seul chemin vers la maîtrise. L'ego voit le plateau comme un échec. Je ne progresse plus, donc je suis nul. L'ego cherche la gratification immédiate,
la progression linéaire visible. La sagesse voit le plateau comme une partie nécessaire du processus. Continue à pratiquer, fais confiance au processus. La communauté influence ton autocontrôle plus que tu ne le réalises. Les stoïciens choisissaient soigneusement leurs compagnons. Épictète disait que si tu veux devenir philosophe, attends-toi à être ridiculisé. Il comprenait que ton entourage peut soit soutenir ta croissance, soit la saboter. Regarde les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Leur niveau d'autocontrôle, leur niveau d'ambition, leur niveau de conscience. C'est ce que tu vas devenir. Pas intentionnellement, par osmose. Les humains sont des créatures sociales qui imitent leur tribu. Si tu es entouré de gens qui se plaignent constamment, tu vas te plaindre. Si tu es entouré de gens qui procrastinent, tu vas procrastiner. Si tu es entouré de gens qui font des excuses, tu vas faire des excuses. Ce n'est pas du jugement moral, c'est de la psychologie sociale. Choices consciementa tribu. Pas sur la base de qui est sympathique, sur la base de qui tu veux devenir. Passe du temps avec des gens qui incarnent les qualités que tu veux développer. Leur présence te tire vers le haut sans effort conscient. Et si tu ne trouves pas ces gens dans ta vie immédiate, trouve-les dans les livres, les podcasts, les communautés en ligne. Marc Aurèle conversait avec les philosophes morts à travers leurs écrits. Tu peux faire pareil. Les sages stoïciens sont toujours disponibles pour ceux qui cherchent leurs enseignements. Distance-toi des gens toxiques, même si c'est de la famille. Cette idée que le sang est plus important que tout est dangereuse. Certaines relations sont toxiques et te drainent. Tu as la permission de créer de la distance. Ce n'est pas cruel, c'est de l'autopréservation. La dette et le consumérisme détruisent ton autocontrôle financier. Chaque chose que tu achètes à crédit est un vote pour l'esclavage futur. Tu vends ton temps futur pour une gratification immédiate. Les stoïciens auraient été horrifiés par la culture moderne d'endettement. Vis selon tes moyens. Pas à la limite de tes moyens, en dessous. Cette marge te donne de la sécurité psychologique. Quand tu vis au jour le jour, tu es dans la survie constante. Ton cerveau ne peut pas penser long terme quand il est en mode panique à court terme. Chaque chose que tu possèdes te possède un peu. Elle demande de l'attention, de l'entretien, de l'espace mental. Le minimalisme n'est pas une mode esthétique, c'est une stratégie de libération cognitive. Moins tu as de choses, plus tu as d'espace mental pour ce qui compte vraiment. Avant d'acheter quelque chose, demande-toi, suis-je prêt à échanger X heures de ma vie pour cet objet? Parce que c'est exactement ce que tu fais. Ton argent représente ton temps et ton énergie. Cet achat vaut-il vraiment ces heures de ta vie limitée? La plupart des achats sont des tentatives de combler un vide émotionnel. Tu es triste, tu achetes. Tu es stressé, tu achetes. Ce comportement crée une association entre consommation et soulagement émotionnel. Mais ce soulagement est temporaire, alors tu dois acheter encore et encore. C'est une addiction comme une autre. Trouve des moyens sains de réguler tes émotions. Marche, écris, parle à un ami, médite. Ces solutions ne coûtent rien et elles fonctionnent mieux à long terme. Le shopping thérapie est une illusion qui te rend plus pauvre et pas moins triste. Les addictions modernes sont plus subtiles que l'alcool ou les drogues. L'addiction au travail, l'addiction à la productivité, l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction à l'information. Toutes légales, toutes socialement acceptées, toutes destructrices sinon contrôlées. Tu peux être accro à n'importe quoi qui change ton état émotionnel de manière prévisible. L'addiction n'est pas à la substance, c'est au changement d'état qu'elle procure. Tu fuis quelque chose et ton comportement addictif devient ta fuite. La question stoïcienne, peux-tu vivre sans cette chose? Pas théoriquement, pratiquement. Essaie d'arrêter pendant une semaine. Si tu ne peux pas, tu as identifié une addiction. Maintenant tu peux faire quelque chose. Tant que tu nies l'addiction, elle contrôle ta vie silencieusement. Le sevrage est inconfortable, c'est pour ça que les gens évitent. Mais cet inconfort temporaire vaut la liberté permanente de l'autre côté. Quelques jours ou semaines difficiles contre des années de liberté. Le calcul est simple. Le sens de la vie ne se trouve pas, il se crée. Cette idée moderne qu'il existe un sens cosmique que tu dois découvrir crée de l'anxiété existentielle. Tu cherches partout ce sens, tu fais des quiz en ligne, tu lis des livres de développement personnel, mais le sens reste insaisissable. Les stoïciens avaient une approche différente. Le sens vient de la vertu. Vis avec sagesse, courage, justice et tempérance, et ta vie a du sens par définition. Pas besoin de mission cosmique, juste vivre bien chaque jour. Cette approche est libératrice parce qu'elle est accessible immédiatement. Tu n'as pas besoin de changer le monde pour que ta vie ait du sens. Traiter les gens avec gentillesse a du sens.
Faire ton travail consciencieusement a du sens. Être un bon ami, parent, voisin a du sens. Ces choses ordinaires deviennent extraordinaires quand tu les fais avec intention. Le sens est dans le processus, pas dans l'aboutissement. La quête du sens est elle-même le sens. Chaque jour où tu essaies d'être un peu meilleur, un peu plus sage, un peu plus courageux, tu vis une vie avec sens. Pas besoin de destination cosmique. Et si tu meurs demain sans avoir accompli ta mission? Les stoïciens seraient OK avec ça. Parce que ta mission n'est pas un projet avec une date de fin, c'est une manière de vivre. Si tu as vécu vertueusement jusqu'à ton dernier souffle, mission accomplie. La souffrance physique et la souffrance mentale sont différentes. Les stoïciens reconnaissaient que la douleur physique est involontaire. Tu peux casser ta jambe et ressentir de la douleur. Ce que tu peux contrôler, c'est ta réponse mentale à cette douleur. Deux personnes avec la même blessure peuvent avoir des expériences complètement différentes. L'une souffre énormément, l'autre reste relativement calme. La différence? Leur narration mentale sur la douleur. Cette douleur est horrible et injuste et elle ne devrait pas exister, amplifie la souffrance. Cette douleur est un signal. Mon corps guérit, réduit la souffrance. Ça ne veut pas dire que la pensée positive élimine la douleur. Ça veut dire que la résistance mentale à la douleur crée une souffrance additionnelle. Tu as la douleur physique, plus la souffrance mentale de résister à cette douleur. Les stoïciens travaillaient à éliminer la deuxième couche. La douleur chronique est particulièrement difficile parce qu'elle érode ton mental avec le temps. Mais même là, les principes stoïciens aident. Accepte que la douleur est présente. Ne lutte pas contre cette réalité. Demande-toi, qu'est-ce que je peux contrôler malgré cette douleur? Peut-être pas grand-chose, mais probablement quelque chose. Marc Aurèle souffrait probablement d'ulcères, peut-être de cancer. Il était physiquement malade une grande partie de sa vie adulte. Et pourtant, il menait des guerres, gouvernait un empire, écrivait de la philosophie. Il n'a pas laissé sa douleur physique définir les limites de sa vie. Le vieillissement est inévitable, mais ton attitude envers lui est un choix. La culture moderne a une obsession pathologique avec la jeunesse. Chaque ride est une tragédie à corriger. Chaque cheveu gris est un échec. Cette résistance au processus naturel de vieillir crée une souffrance inutile. Les stoïciens voyaient le vieillissement comme naturel et même désirable. Chaque année de vie est un privilège que beaucoup n'ont pas. Tu deviens plus sage avec l'âge si tu choisis de grandir. Les limitations physiques du vieillissement te forcent à développer d'autres qualités. Sénèque, dans sa vieillesse, écrivait avec gratitude sur le processus. Il ne désirait pas être jeune à nouveau. Il appréciait chaque phase de la vie pour ce qu'elle offrait. Cette acceptation le libérait de l'anxiété du vieillissement que tant de gens ressentent. Ton corps va décliner. C'est garanti. Tu peux dépenser une fortune et une énergie énorme à combattre ce déclin, ou tu peux l'accepter et te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Ta force de caractère ne décline pas avec l'âge. Elle peut s'approfondir. Les personnes âgées dans les cultures traditionnelles étaient valorisées pour leur sagesse. Les personnes âgées dans la culture moderne sont marginalisées. Mais la sagesse n'a pas changé de valeur, juste la reconnaissance culturelle. Develop ta sagesse independament de la reconnaissance externe. La mort n'est pas à craindre selon les stoïciens. C'est le processus naturel de fin. Épictète le disait simplement. Tu as été prêté au monde pour un temps, maintenant le monde te rappelle. Rends ce que tu as reçu sans pleurnicher. Cette acceptation de la mort enlève son pouvoir. La peur de la mort est souvent une peur de ne pas avoir vraiment vécu. Si tu vis pleinement chaque jour, la mort perd son urgence anxiogène. Tu n'as pas de regrets majeurs parce que tu as vécu authentiquement. Les gens sur leur lit de mort regrettent rarement les choses qu'ils ont faites. Ils regrettent les choses qu'ils n'ont pas faites. Alors fais la chose. Dis les mots. Prends le risque. Pas demain, maintenant. Parce que demain n'est pas garanti. Cette urgence ne devrait pas créer de la panique, mais de la clarté. Qu'est-ce qui compte vraiment? Fais ça. La méditation sur la mort n'est pas morbide. C'est le plus grand outil de clarification des priorités. Quand tu te souviens que tu vas mourir, les petites frustrations perdent leur importance. Cette réunion ennuyeuse, ce commentaire blessant, cette opportunité manquée. Dans la perspective de la mort, qu'est-ce qui compte vraiment? Vis chaque jour comme si c'était le dernier, disaient les stoïciens. Pas en mode YOLO irresponsable, en mode intention maximale. Si c'était ton dernier jour, comment le vivrais-tu? Probablement avec plus de gentillesse, plus d'authenticité, plus de courage. Alors vis comme ça maintenant. La colère est un feu qui brûle celui qui le porte. Sénèque a écrit un traité entier sur la colère parce qu'il reconnaissait son pouvoir destructeur.
La colère te donne l'illusion du pouvoir, mais elle te rend stupide. Tes décisions en colère sont presque toujours des décisions que tu regretteras. La colère juste, ça existe? Les stoïciens disaient non. Ce que tu appelles colère juste est souvent de l'indignation morale. Et cette indignation peut te motiver à agir sans la composante émotionnelle destructrice de la colère. Tu peux reconnaître l'injustice et agir pour la corriger sans te mettre dans un état de rage. Quand quelqu'un te blesse intentionnellement, ton cerveau crie vengeance. C'est normal, c'est primitif. Mais la vengeance ne répare rien. Elle perpétue juste le cycle de douleur. Les stoïciens prenaient quelque chose de plus radical, la compréhension que les gens qui font du mal sont ignorants de leur propre bien. Personne ne fait le mal pour faire le mal. Les gens font ce qu'ils pensent servir leurs intérêts, même quand ils se trompent complètement. Cette personne qui t'a trahi pensait probablement se protéger. Cette personne qui t'a blessé agissait probablement depuis sa propre douleur. Comprendre, ça n'excuse pas le comportement, mais ça le contextualise. Et cette contextualisation te libère de la colère. Tu peux toujours créer des frontières, te protéger, peut-être même couper le contact. Mais tu peux faire tout ça sans porter le feu de la colère qui te brûle de l'intérieur. La paix intérieure vaut plus que la satisfaction temporaire de l'indignation. Le pardon est pour toi, pas pour l'autre. Beaucoup de gens résistent au pardon parce qu'ils pensent que ça excuse le comportement de l'autre. Mais le pardon n'est pas une transaction. Tu ne pardonnes pas pour libérer l'autre de la culpabilité. Tu pardonnes pour te libérer du ressentiment. Le ressentiment est comme boire du poison et attendre que l'autre meure. Ça ne marche pas. Cette personne qui t'a blessé il y a 10 ans est probablement en train de vivre sa vie tranquillement. Pendant ce temps, toi tu rumines cette vieille blessure. Qui souffre dans cette équation? Pardonne, non pas parce qu'il mérite le pardon, mais parce que tu mérites la paix. Ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire faire confiance à nouveau. Ça veut dire arrêter de donner de l'énergie mentale à cette vieille histoire. Lâche prise, pas pour eux, pour toi. L'amour stoïcien est différent de l'amour romantique moderne. L'amour moderne est souvent possessif, dépendant, conditionnel. Je t'aime si tu me rends heureux, si tu réponds à mes besoins, si tu restes. L'amour stoïcien est libérant. Je souhaite ton bien, ton épanouissement, ta liberté, même si ça ne m'inclut pas. Ça semble froid au premier abord. Mais c'est en fait la forme d'amour la plus profonde. Aimer quelqu'un sans essayer de le posséder ou de le contrôler. Apprécier sa présence sans être détruit par son absence éventuelle. C'est possible et c'est plus sain. Les relations où chaque personne maintient son autonomie sont plus fortes que celles basées sur la fusion. Tu es une personne complète, l'autre est une personne complète. Vous choisissez de partager vos vies, mais vous n'êtes pas incomplet sans l'autre. Cette dynamique crée de l'espace pour l'amour authentique plutôt que la dépendance déguisée en amour. Le contrôle en relation est une illusion. Tu ne peux pas contrôler si l'autre reste, t'aime, te trahit, change. Tout ça est hors de ton contrôle. Ce que tu contrôles, ton choix d'aimer pleinement tant que la relation existe, et ton choix de lâcher prise dignement si elle se termine. La jalousie vient de l'insécurité et de la possession. Cette personne est à moi, et quelqu'un pourrait me la voler. Mais les personnes ne sont pas des objets à posséder. Si quelqu'un part, c'est qu'il a choisi de partir. Tu ne peux pas garder quelqu'un qui ne veut pas rester. Accepte ça maintenant et évite-toi des années de souffrance. L'honnêteté radicale en relation est terrifiante mais nécessaire. Dire ce que tu ressens vraiment, ce que tu veux vraiment, qui tu es vraiment. Le risque, être rejeté pour qui tu es vraiment. Le bénéfice, être aimé pour qui tu es vraiment, ou découvrir rapidement que cette relation n'est pas faite pour toi. La plupart des relations sont basées sur des versions édulcorées de chaque personne. Vous tombez amoureux de masques. Puis les masques tombent et vous êtes déçus. Mais si vous commencez avec l'authenticité, même si c'est inconfortable, vous construisez sur une base solide. Les conflits en relation sont inévitables. Tu n'es pas d'accord sur tout avec une autre personne, c'est impossible. Les stoïciens approchaient les conflits non pas comme des menaces, mais comme des opportunités de comprendre. Pourquoi cette personne pense-t-elle différemment? Qu'est-ce que je peux apprendre de ce désaccord? La plupart des conflits dégénèrent parce que chaque personne essaie de gagner plutôt que de comprendre. Ton ego veut avoir raison. Mais avoir raison ne résout rien si la relation est détruite dans le processus. Parfois, mieux vaut être gentil qu'avoir raison. Choisis tes batailles. Toutes les collines ne valent pas la peine de mourir dessus. Cette petite irritation, est-ce qu'elle mérite un conflit? Probablement non. Mais ce désaccord sur les valeurs fondamentales, ça mérite une conversation difficile. Discerne ce qui compte vraiment. Et quand tu dois avoir une conversation difficile, fais-le avec respect.
Pas d'attaque personnelle, pas de généralisation, tu fais toujours ça. Juste tes observations et tes sentiments spécifiques. Quand tu as fait X, j'ai ressenti Y est factuel. Tu es toujours comme ça est une attaque. Le travail est un domaine où l'autocontrôle est constamment testé. Ton boss est irrationnel, tes collègues sont frustrants, le système est injuste. Tout ça peut être vrai. La question stoïcienne. Qu'est-ce que tu peux contrôler dans cette situation? Tu ne peux pas contrôler ton boss. Mais tu peux contrôler ta réaction à ton boss. Tu peux choisir de faire ton travail avec excellence malgré le mauvais management. Tu peux choisir de chercher un nouveau job. Tu peux choisir comment tu passes ton temps libre pour compenser le travail insatisfaisant. Ou peut-être que le problème n'est pas le travail, c'est tes attentes. Tu attends que ton travail te donne du sens, de l'accomplissement, de la validation. Mais le travail est juste un échange. Ton temps et compétences contre de l'argent. Le sens, tu peux le trouver ailleurs. Cette idée moderne que ton travail doit être ta passion est toxique. Pour la plupart des gens dans l'histoire, le travail était juste ce que tu fais pour survivre. Le sens venait de la famille, de la communauté, de la spiritualité. Attendre que ton travail remplisse tous tes besoins est une recette pour la déception. Maintenant, si tu peux aligner ton travail avec tes valeurs, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas nécessaire pour une vie bonne. Tu peux avoir un travail banal et une vie riche de sens. Ne sacrifie pas tout pour une carrière qui pourrait ne jamais te satisfaire de toute façon. Marc Aurèle ne voulait pas être empereur. Il aurait préféré être philosophe à plein temps. Mais c'était son devoir, alors il l'a fait avec excellence. Il n'a pas attendu d'aimer son job pour bien le faire. Il a fait ce qui devait être fait, peu importe ses préférences personnelles. Adopte cette attitude. Que tu aimes ton travail ou non, tant que tu choisis de rester, fais-le bien. Si tu décides que tu ne peux plus, alors pars. Mais pas d'entre-deux où tu restes et tu te plains constamment. C'est une perte d'énergie pour tout le monde, surtout pour toi. L'argent que tu gagnes achète du temps. Chaque euro est un peu de liberté potentielle. Mais seulement si tu le gères avec sagesse. Si tu dépenses tout ce que tu gagnes, ton salaire plus élevé ne t'achète rien. Tu cours juste plus vite sur le même tapis roulant. Economize aggressivement. Pas pour être radin, pour créer des options. Quand tu as 6 mois de dépenses en économie, tu as la liberté de quitter un job toxique. Quand tu as 1 an de dépenses, tu as la liberté de prendre un risque entrepreneurial. Quand tu as plusieurs années, tu as la liberté de dire non à presque tout. Cette liberté financière crée une paix mentale impossible à acheter autrement. Tu n'es plus désespéré. Tu négocies depuis une position de force. Tu peux dire ce que tu penses vraiment parce que tu n'as pas désespérément besoin de chaque bulletin de paie. Les stoïciens étaient pratiques sur l'argent. Ils ne glorifiaient pas la pauvreté pour elle-même. Ils reconnaissaient que l'argent est un outil utile pour vivre confortablement et aider les autres. Ce qu'ils rejetaient, c'était l'attachement à l'argent, la croyance que plus d'argent égale plus de bonheur. Au-delà d'un certain seuil où tes besoins de base sont couverts confortablement, plus d'argent ne t'apporte pas plus de bonheur. C'est prouvé scientifiquement. Mais ton cerveau ne le croit pas. Il pense toujours que le prochain niveau de richesse résoudra tous tes problèmes. Faux. Si tu es malheureux avec 50 cas par an, tu seras probablement malheureux avec 500 cas par an. Juste avec des problèmes différents. Les problèmes ne disparaissent pas avec l'argent, ils évoluent. Résous d'abord tes problèmes intérieurs, indépendamment de ton compte en banque. L'échec est un feedback, pas une identité. Tu as échoué à quelque chose, tu n'es pas un échec. Cette distinction est fondamentale. Les stoïciens voyaient l'échec comme un professeur. Qu'est-ce que cette expérience t'apprend? Comment peux-tu t'améliorer pour la prochaine fois? Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant de créer l'ampoule fonctionnelle. Il ne se considérait pas comme un échec. Il disait qu'il avait découvert des milliers de façons qui ne fonctionnent pas. Cette perspective transforme l'échec en progrès. Ton échec te gêne seulement parce que tu penses que tout le monde le remarque et le juge. Mais voici une vérité libératrice. Personne ne pense à toi autant que tu le crois. Tout le monde est trop occupé à s'inquiéter de leurs propres échecs pour obséder sur les tiens. Cette présentation qui a mal tourné que tu rumines encore, personne d'autre n'y pense. Cette blague ratée qui te fait grimacer quand tu y repenses, les autres ont oublié 2 minutes après. Tu es le seul qui garde ces échecs en vie en les rejouant constamment. Apprends la leçon, puis lâche l'émotion. L'échec mérite de l'analyse, pas de la rumination. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Ok, note mentalement, et passe à autre chose. Porteur l'émotion de l'échec comme un fardeau constant ne sert personne. Le succès peut être plus dangereux que l'échec. L'échec te garde humble.
Le succès peut te rendre arrogant, complaisant. Tu commences à croire ton propre mythe. Tu penses que tu as tout compris. Et c'est là que tu t'installes confortablement juste avant une chute brutale. Marc Aurèle était au sommet du pouvoir, mais il écrivait constamment des rappels à lui-même de rester humble. Il se rappelait qu'il était juste un homme, que sa position était temporaire, que la fortune tourne. Cette humilité intentionnelle le protégeait des pièges du succès. Célèbre tes succès brièvement, puis reviens au travail. Ne t'installe pas sur tes lauriers. Le succès d'hier ne garantit rien aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient ensuite? Comment peux-tu continuer à grandir? Le succès devrait être un point de passage, pas une destination finale. Et méfie-toi du succès qui vient trop facilement. Souvent, le succès facile ne t'enseigne rien. C'est le succès difficile, gagné après de nombreux échecs et ajustements, qui te transforme vraiment. Les leçons gravées par la difficulté restent. Les leçons reçues facilement s'oublient tout aussi facilement. L'autocontrôle n'est pas un état permanent que tu atteins. C'est une pratique quotidienne. Tu ne deviens jamais parfait. Tu ne maîtrises jamais totalement. Chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer. Les stoïciens les plus avancés continuaient à écrire leurs méditations, à pratiquer leurs exercices. Marc Aurèle écrivait pour lui-même quand il avait plus de 50 ans, après des décennies de pratique stoïcienne. Il ne se considérait pas comme ayant tout compris. Il continuait à se rappeler les principes de base, à se corriger, à s'encourager. Si l'empereur philosophe avait besoin de cette pratique continue, toi aussi. Cette perspective devrait te libérer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste pratiquer. Aujourd'hui, tu pratiques. Demain, tu pratiques encore. Après 10 000 jours de pratique, tu ne seras toujours pas parfait, mais tu seras significativement différent de celui que tu es maintenant. L'autocontrôle est cumulatif. Chaque bon choix rend le prochain un peu plus facile. Chaque mauvais choix rend le prochain un peu plus difficile. Tu construis soit vers la force, soit vers la faiblesse, choix par choix. Il n'y a pas de plateau neutre où tes choix n'ont pas d'importance. Alors choisis bien, maintenant. Pas parfaitement, bien. Fais le choix qui construit la personne que tu veux devenir. Pas le choix facile, le bon choix. Et quand tu fais un mauvais choix, parce que tu le feras, ne t'effondre pas. Note-le, apprends, et fais le prochain choix mieux. L'autocontrôle est ton chemin vers la liberté. Pas la liberté de faire ce que tu veux à chaque instant, ça c'est de l'esclavage à tes impulsions. La vraie liberté de choisir consciemment qui tu veux être et comment tu veux vivre. Cette liberté ne vient pas de l'absence de contraintes, elle vient de la maîtrise de toi-même. Tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu cherches vraiment, que tu veux vraiment changer. Cette intention compte. Maintenant, transforme cette intention en action. Pas demain, aujourd'hui. Choisis une pratique de ce que tu as entendu et applique-la maintenant. Peut-être que c'est la douche froide demain matin. Peut-être que c'est d'écrire dans un journal ce soir. Peut-être que c'est de méditer 5 minutes. Peu importe ce que tu choisis, commence petit et commence maintenant. L'action imparfaite aujourd'hui bat l'intention parfaite demain. L'autocontrôle n'est pas une destination où tu arrives et puis tu es fini. C'est le chemin lui-même. Chaque jour que tu marches sur ce chemin avec intention, tu es en train de réussir. Pas parfaitement, humainement. Et c'est suffisant. Tu es suffisant, même avec tout ton chaos, tous tes échecs, toutes tes imperfections. Les stoïciens marchent ce chemin depuis 2000 ans. Marc Aurèle, Epictète, Sénèque. Ils luttaient comme tu luttes. Ils doutaient comme tu doutes. La différence, c'est qu'ils ont persisté. Jour après jour, choix après choix, ils ont construit une force intérieure qui a survécu à leur mort. Maintenant, c'est ton tour. Tu fais partie de cette lignée maintenant. Chaque fois que tu choisis la vertu sur l'impulsion, le courage sur le confort, la sagesse sur l'ego, tu portes leur flambeau. Tú es un stoicien en devenir. Pas parfait, en progression. Et ça suffit largement. Rappelle-toi, le contrôle total est une illusion. L'autocontrôle stoïcien n'est pas de tout contrôler. C'est de contrôler la seule chose que tu peux vraiment contrôler. Ta réponse à tout le reste. Le monde va faire ce qu'il fait. Les gens vont faire ce qu'ils font. La vie va te surprendre, te défier, parfois te casser. Ta réponse à tout ça, c'est ton domaine de pouvoir. C'est ta citadelle intérieure que personne ne peut pénétrer sans ta permission. Construis cette citadelle pierre par pierre, choix par choix. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu es devenu quelqu'un de différent. Pas parfait, plus fort. Prends soin de toi, mon ami. Le chemin est long, mais chaque pas compte. Tu n'es pas seul.
Nous sommes une communauté qui marche ensemble vers plus de sagesse, plus de force, plus de liberté intérieure. Si cette vidéo t'a donné ne serait-ce qu'un insight, une technique, une perspective nouvelle, alors ça valait le coup. Abonne-toi à Esprit Stoïcien pour continuer ce voyage. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, un message au bon moment change une vie entière. La sagesse stoïcienne n'est pas juste pour comprendre, elle est pour vivre. Alors vis-la. Aplíquela. Transforme ces concepts en actions concrètes. C'est le seul moyen. La connaissance sans action est inutile. L'action imparfaite avec intention est tout. Tu es au début d'un voyage qui peut transformer ta vie entière. Ou peut-être que tu es déjà en chemin et que tu avais juste besoin d'un rappel, d'un encouragement. Ou que tu sois sur ce chemin. Continue. Un pas devant l'autre, un choix à la fois, un jour à la fois. L'autocontrôle est ton super pouvoir. Pas le contrôle des autres, pas le contrôle du monde, le contrôle de toi-même. Et paradoxalement, quand tu maîtrises ce contrôle intérieur, tu gagnes plus d'influence sur le monde externe que tu n'aurais jamais eu en essayant de contrôler directement. Les gens sont attirés par ceux qui se contrôlent. La stabilité, la sagesse, la force tranquille. Ces qualités ne crient pas, mais elles commandent le respect naturellement. Tu deviens quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de solide dans un monde chaotique. Mais ne fais pas ça pour impressionner les autres. Fais-le pour toi, pour ta paix, ta liberté, ton intégrité. Les bénéfices externes viendront comme effet secondaire, pas comme objectif principal. Voilà, tu as maintenant un plan. Plus d'excuses. Tu sais ce qu'il faut faire. La question n'est plus comment, mais quand. Et la réponse est maintenant. Toujours maintenant. C'est le seul moment où tu peux agir. Le passé est mort, le futur n'existe pas. Maintenant est tout ce que tu as. Alors utilise ce maintenant. Fais ce choix courageux. Prends cette décision difficile. Dis ces mots vrais. Commence cette pratique nouvelle. Tout commence maintenant, ou ça ne commence jamais. Je crois en toi. Non pas parce que je te connais personnellement, mais parce que si tu es arrivé jusqu'ici, tu as ce qu'il faut. La curiosité, l'intention, le désir de grandir. Ces qualités suffisent. Le reste est juste de la pratique. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Que cette sagesse ancienne t'accompagne dans ta vie moderne. Que tu trouves la force dans les moments difficiles, la sagesse dans les décisions complexes, le courage face à tes peurs et la paix malgré le chaos. Tu es un stoïcien maintenant. Pas parfait, en chemin. Et c'est exactement où tu dois être.